Monsieur, Mesdames, bonsoir et retenez tout d'abord cette audience au cabinet du président de la République. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu cet après-midi avec le ministre français à la Défense, Jean-Yves Le Drian, a déclaré avoir évoqué avec le chef de l'État de la question sécuritaire dans la zone du Sahel et en Afrique. Voici sa déclaration à sa sortie d'audience. En fait, je me trouvais au Mali pour la fête nationale de cette république qui retrouve confiance en elle. Et avant de rentrer à Paris, je souhaitais m'arrêter ici à Niamey pour m'entretenir avec le président Issoufou parce que les questions de sécurité dans la zone du Sahel vont être très importantes au moment du sommet paix et sécurité en Afrique qui va se tenir à Paris au mois de décembre. Et nous avions besoin d'échanger sur la préparation de ce sommet. Et puis ce message de vœu du président de la République, Mahamadou Issoufou, à la chancelière allemande suite à sa réélection. Le message est ainsi libellé. Madame la chancelière fédérale, vos compatriotes viennent de vous renouveler leur confiance à l'issue des élections législatives qui se sont déroulées dans votre pays ce dimanche 22 septembre 2013. Je voudrais à cette occasion vous présenter mes vives félicitations et vous réaffirmer l'engagement du gouvernement nigérien à travailler avec votre Excellence pour porter plus en avant les excellentes relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays. J'entends en particulier travailler avec vous pour exploiter à fond les formidables opportunités de partenariat existant entre nos deux pays, notamment dans le domaine du développement économique et social. Je tiens également à vous renouveler mes remerciements pour les bonnes dispositions d'esprit et la disponibilité que ma délégation et moi-même ont pu bénéficier auprès de votre Excellence lors de mon récent séjour dans votre pays. Je vous prie d'agréer, Madame la chancelière fédérale, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. L'Assemblée nationale dotée d'une nouvelle infrastructure devant abriter les cabinets des vice-présidents du bureau de l'institution, ce bâtiment flambant neuf qui aura coûté plus de 600 millions de francs CFA a été réceptionné ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. La synthèse de cette cérémonie avec Issoufou Nomo et Seni Soumela Ibrahim. Cet immeuble à 2 niveaux plus rez-de-chaussée, contigu à l'hémicycle construit sous fonds propres de l'Assemblée nationale, servira désormais de cabinet aux différents vice-présidents et de bureau à quelques conseillers. Hormis les 5 cabinets qu'occuperont les 5 vice-présidents, le bâtiment comporte 26 bureaux et une salle de réunion de 80 à 100 places, le tout avec toutes les commodités. De faire en sorte que l'investissement réalisé par l'Assemblée nationale soit conforme aux attentes de l'Assemblée nationale, tant sur le plan technique que sur le plan de l'esthétique. Et je crois pouvoir dire que c'est le bâtiment réservé aux vice-présidents de l'Assemblée nationale et à un certain nombre de conseillers. Et c'est un bâtiment qui nous donne satisfaction. Et j'espère que les prochains entrepreneurs qui vont également réaliser d'autres bâtiments feront en sorte que leur travail soit à tout point de vue comparable à celui-ci qui vient d'être réalisé. Donc je voudrais au nom de l'Assemblée profiter pour féliciter l'entrepreneur qui a subi de notre part bien sûr beaucoup de pression et qui a essayé de donner satisfaction à nos exigences multiples. Et je crois qu'il peut être fier de ce qu'il a réalisé. En tout cas, nous sommes très heureux du travail qu'il a accompli et du bâtiment qu'il livre à l'Assemblée nationale.
D'un coût de 656 millions de francs CFA, la pose de la première pierre de ce joyau architectural est intervenue le 12 avril 2012 pour un délai contractuel de 9 mois. La présente réception, intervenue avec un léger retard, s'explique pour cause de modifications apportées au cours des travaux conduits par Abou Mahamadou à travers un plan architectural dessiné par El Haj Neyaché Sani. Pendant ce temps, c'est la façade arrière de l'hémicycle et l'arrière-cour qui changent harmonieusement de visage. Éducation à présent, le Conseil national le Palais des Congrès de Niamey abrite depuis ce matin les travaux du Conseil national de l'éducation au titre de l'année 2012-2013. Cadre de concertation et de dialogue entre le gouvernement et les partenaires, ces assises permettront de dresser le bilan de l'année académique écoulée et faire des projections pour celle qui va débuter. Dans le discours prononcé à cette occasion par le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué la tenue de ce conseil. Le président de la République, vous le savez bien, a fait de l'éducation, d'une manière générale, le point central de son programme politique. Il me plaît à cet effet de souligner ici les objectifs assignés au secteur éducatif dans le programme de Renaissance pour le Niger, à savoir la scolarisation obligatoire et gratuite pour tous, jusqu'à l'âge de 16 ans. Porter à 10% la proportion des bacheliers pour une même génération d'âge. Et enfin, porter la part de l'enseignement professionnel et technique de 8% à 25%. Pour la réalisation de ces objectifs, le gouvernement a orienté ses efforts dans la réalisation d'un programme conséquent de construction et d'équipement de classes en matériaux définitifs et de recrutement d'enseignants. Dans le même temps, des réflexions sont engagées pour sortir l'école nigérienne de l'abîme dans lequel elle se trouve plongée depuis plusieurs années et afin d'en faire le pilier du développement économique et social de notre pays. C'est dans ce cadre que fut organisé le Forum national sur le système éducatif en octobre 2012 à Niamey. Ce forum, qui a connu un succès remarquable, a fait des recommandations pertinentes relativement au financement de l'éducation, à la gestion décentralisée de l'éducation, à la formation des enseignants et à la dynamique partenariale. Le gouvernement s'est ainsi engagé à prendre en compte l'ensemble de ces recommandations pour lesquelles d'ailleurs un plan d'action de mise en œuvre et de suivi a été élaboré et adopté par le gouvernement. J'invite tous les responsables académiques, tous les partenaires techniques et sociaux de l'éducation à s'approprier ces documents afin de rendre effective la mise en œuvre de ces recommandations qui consacrent l'éducation comme une priorité nationale pour laquelle tous les Nigériens et toutes les Nigériennes doivent s'investir. Mesdames et messieurs, l'année scolaire 2012-2013 s'est déroulée dans de bonnes conditions, conditions qui ont permis d'atteindre des résultats satisfaisants et ce à la grande satisfaction de l'ensemble des partenaires de l'école. Je profite donc de cette tribune pour féliciter solennellement tous les enseignants et toutes les enseignantes, les syndicats, les partenaires techniques et financiers, les parents d'élèves, les élèves et les étudiants pour tous les efforts consentis durant cette année. Le Conseil national de l'éducation étant
un organe de pilotage, de coordination et de suivi-évaluation. Cette session, a ajouté le Premier ministre, est un cadre idéal d'appréciation des progrès enregistrés par notre système éducatif. La présente session du Conseil national de l'éducation intervient dans un contexte particulièrement important pour notre système éducatif, contexte marqué par l'adoption du programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014-2024 et son endossement par les partenaires techniques et financiers du secteur. Ce programme holistique vise à mettre en cohérence l'ensemble des segments du système du préscolaire jusqu'à l'université. La mise en œuvre réussie de ce programme nécessite un accompagnement soutenu de tous les acteurs et partenaires de l'éducation, les collectivités territoriales, les communautés, les enseignants, les partenaires techniques et financiers, la société civile, notamment les syndicats. J'invite donc instamment tous les acteurs et les partenaires de l'école à internaliser ce programme afin de contribuer à sa réussite. Mesdames, Messieurs, la présente session sera ainsi l'occasion d'apprécier les programmes enregistrés par notre système éducatif au cours de l'année 2012-2013, de valider les programmes d'activité de cette année scolaire et de prendre connaissance des mesures prises dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2013-2014. Elle vous permettra également de débattre de certains points non moins importants qui conditionnent un bon déroulement de cette nouvelle année. Parmi ces points figure expressément le problème des classes sous payot et celui de la gestion des enseignants contractuels. Ce dernier point, en l'occurrence la gestion des enseignants contractuels, est un point essentiel. Il s'agit de la disponibilité des enseignants sur le terrain et de leur motivation à exercer ce noble métier avec professionnalisme. Éducation, toujours avec ce grand format sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2013-2014, un élément d'une série de reportages que Télé Sahel a initié dans toutes les régions du pays. Nos équipes se sont intéressées aux investissements réalisés par l'État dans ce secteur à Dosso pour assurer une bonne scolarité aux enfants de la région. Dossier signé Ousmane El Hadji Ibrahim Sanissouf. Avec l'avènement de la 7e République, l'état de notre éducation est loin d'être satisfaisant. Le constat a été fait par le Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, à l'occasion de la présentation de sa déclaration de politique générale devant la représentation nationale le 16 juin 2011. Notre système éducatif est peu performant et ne répond pas aux besoins socio-économiques du pays. Il est caractérisé par de faibles rendements internes et externes et une disparité profonde entre zones urbaines et zones rurales et entre garçons et filles. Des mesures énergiques seront prises pour mettre fin à cette anomalie afin de sortir l'école nigérienne de l'ornière. Sortir l'école nigérienne de l'ornière, voilà un défi de taille qui, depuis lors, a mobilisé tant d'énergie de la part du gouvernement et de ses partenaires, l'objectif étant celui d'atteindre la scolarisation universelle à l'horizon 2015, conformément aux objectifs du millénaire pour le développement. Pour ce faire, plusieurs stratégies sont en train d'être mises en œuvre par le gouvernement de la 7e République au niveau de l'éducation de base. Parmi celles-ci, l'on retiendra particulièrement la construction d'au moins 2500 salles de classe par an, la formation et le recrutement de 3500 enseignants et la réhabilitation des écoles normales et l'extension de leur capacité d'accueil et leur dotation en moyens supplémentaires dans toutes les régions du pays. Toutes ces stratégies sont sous-tendues par un souci permanent de la qualité de notre système éducatif, d'où l'importance accordée à la formation continue des enseignants.
Nous avons eu l'occasion de le vérifier dans la région de Dosso en cette veille de la rentrée scolaire 2013-2014. Mais d'abord, quelques chiffres sur les réalisations de l'année scolaire qui vient de s'achever. Au titre donc de l'année qui vient de s'écouler, nous avons eu à réaliser un certain nombre d'activités, notamment la création de 116 établissements primaires, 46 jardins d'enfants, la construction de 366 salles de classe en matériaux définitifs, achevées ou en cours, l'organisation de la revue de notre programme régional de développement de l'éducation, le recrutement de 1544 enseignants contractuels, la formation de 1318 enseignants sans formation initiale, parce qu'il faut le dire, nous sommes obligés de fois de recruter des enseignants avec le BPC ou le bac. Donc à ceux-là, nous avons programmé des formations, nous avons organisé des formations sur le plan pédagogique. Il faut aussi noter la formation de 425 enseignants contractuels sur l'utilisation du français langue d'enseignement. L'utilisation du français langue d'enseignement, un paramètre essentiel qui explique en grande partie la contre-performance de notre système éducatif, un paramètre sur lequel les responsables régionaux de l'éducation de Dosso ont vite fait d'agir à travers cette approche quelque peu originale en matière de formation des enseignants appelée FLE, français langue d'enseignement. En effet, le rapport d'évaluation nationale des écoles traditionnelles en 2011 a révélé que l'ensemble des résultats obtenus aux épreuves du français écrit témoignent d'un manque flagrant de maîtrise de cette discipline. Or, des faibles compétences en français compromettent fortement les chances de réussite des élèves pour des études ultérieures et constituent en même temps des freins à leur accès au monde du travail et à leur insertion socio-économique. La formation des enseignants contractuels selon l'approche FLE, dont le niveau scolaire, il faut le préciser, varie entre le bac et le brevet, leur permet notamment d'asseoir leurs compétences à communiquer, d'acquérir les connaissances fondamentales pour structurer leur jugement et de développer leur aptitude au raisonnement et à l'argumentation, des compétences qui impacteront positivement la qualité de notre système éducatif. À signaler dans le même ordre d'idée le rôle que jouent les écoles normales d'instituteurs est ni dans le renforcement des capacités des enseignants. Pendant les périodes de grandes vacances, les encadreurs de l'INI de Dosso se sont fortement impliqués dans la formation des 756 contractuels nouvellement recrutés. Et nous avons jugé utile donc de leur donner d'abord une première formation de 10 jours. C'est en complément à cette formation, conformément au texte du ministère de l'Éducation où la formation continue doit se dérouler pendant 45 jours, que nous les avons conviés ici pour une formation de 35 jours. Donc pendant 35 jours, nous pensons qu'ils seront outillés et ils seront aptes à mieux faire classe, comme les enseignants qui ont fait l'école normale. C'est le même programme que l'école normale, mais de façon condensée. L'enthousiasme était de mise chez les maîtres stagiaires venus de tous les départements de Dosso. Enseignant contractuel de l'inspection de Falmey à l'école Bomboji. On est venu pour une formation à Dosso de 35 jours. Vraiment, je peux dire qu'on est fiers de la formation parce que ça va approfondir notre connaissance et ça nous aide nous-mêmes à éduquer nos enfants, notre entourage et tous les élèves qui sont à l'école. Je viens de l'inspection de Loga. On est venu faire une formation ici à Dosso. Bon, la formation se passe bien. Les professeurs nous enseignent bien, on apprend beaucoup de choses. Pour bien enseigner, pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. L'école normale a formé depuis sa création plus de 15 000 enseignants au service de l'école nigérienne. En 2012, il y avait 760 enseignants formés à l'école normale de Dosso, dont 690 instituteurs adjoints et 70 instituteurs. En 2013, 709 instituteurs adjoints, et là je précise c'est les instituteurs adjoints traditionnels et les franco-arabes, et 42 instituteurs, soit 751 enseignants formés et
mis à la disposition de la direction régionale de l'éducation, de l'enseignement primaire qui vient d'être créée. Par ailleurs, la construction des infrastructures scolaires se poursuit dans toutes les régions du pays. Dans le village de Kayan, dans le département de Dosso, l'utilisation des salles de classe en paillotte est désormais révolue. Le village dispose suffisamment de classes en maturité définitive pour scolariser ses enfants du CI au CM2 en passant par la maternelle. Le chef du village que nous avons trouvé dans son champ exprime ici toute sa satisfaction. Il est collé l'école primaire à Kalasa et Cap. En effet, nous disposons maintenant de toutes les salles de classe. Il y en a 6 à l'école primaire, une salle de classe pour la maternelle et 6 autres salles de classe pour l'école Médersa. Il est à souligner ici que, contrairement à l'idée répandue, la construction des classes en paillotte a quelque chose de provisoire en attendant de disposer des salles de classe en maturité définitive programmées par l'État incombe aux communes conformément au principe de la gestion décentralisée de l'école. Cela dit, tous ces investissements ont permis à la région de Dosso d'afficher de bons indicateurs au niveau de l'éducation de base avec un taux brut d'admission au primaire de 100,17% en 2012-2013, un taux brut de scolarisation primaire qui passe de 79,20% en 2011-2012 à 82,19% en 2012-2013 et le taux de réussite au CFPED est de 61,59% en 2012-2013. Au regard de l'intérêt que suscite le secteur de l'éducation dans cette région chez les partenaires du Niger, le meilleur est à venir pour l'éducation de base à Dosso. Améliorer la qualité de l'apprentissage des élèves dès la base, c'est l'objectif d'une formation à l'intention des inspecteurs et conseillers pédagogiques. Cette formation sur l'apprentissage rapide de la lecture est organisée par le projet éducation et renforcement des communautés au Niger. Mahmoud Adamou, Moudachir Ouma Jamil. Il n'est un secret pour personne que la baisse du niveau dans les écoles est un véritable problème. Un problème que les autorités en charge de l'éducation et autres acteurs du domaine cherchent à solutionner par tous les moyens, dont cette initiative de l'apprentissage rapide de la lecture ARL. C'est dans cette optique que le projet Next Éducation et renforcement des communautés au Niger organise cette formation des formateurs destinés aux inspecteurs et conseillers pédagogiques. Les bénéficiaires seront à leur tour chargés d'encadrer les enseignants du CI dans les 150 écoles concernées par le projet Next à l'intérieur du pays. Dès le CI, on devrait se donner tous les moyens pour que tous les enfants sachent lire et écrire parfaitement avant d'affronter les classes supérieures. Une fois que la lecture réussit, avec tous ces paramètres de communication, on a la garantie que l'enfant se sentira donc non dépaysé par rapport aux enseignements qu'il va recevoir et sera à l'aise donc pour conquérir les connaissances. Durant 5 jours d'échange, les participants seront outillés sur les démarches de l'apprentissage rapide de lecture et sur les dispositifs à prendre pour la formation future des enseignants. Nous sommes du système éducatif et savons que notre système éducatif traverse ou a des difficultés. Et ces difficultés sont liées davantage à la qualité. Et un apprentissage de qualité est difficile si les enfants ne peuvent pas déchiffrer. Lorsque vous avez des élèves qui sont à l'école et qui, jusqu'à un certain niveau, ne sont pas à même de lire correctement, ne sont pas à même d'écrire correctement, alors cela pose un problème du point de vue de la qualité. Le projet Next Éducation et renforcement des communautés au Niger est mis en œuvre par 3 ONG, dont Plan International, Action Internationale et Vie Kandeni Beira. Il a pour objectif principal d'améliorer l'accès à une éducation de qualité à tous les enfants.
L'actualité, c'est aussi le Hajj 2013. Les premiers pèlerins nigériens ont foulé le sol de la Mecque ce matin, une performance rendue possible grâce à l'implication des hautes autorités de notre pays. Précisons que des mesures strictes ont été prises pour décourager ceux qui s'adonnent au commerce des produits prohibés par la législation saoudienne. Hadiza Augustin. Commencé depuis le 15 septembre, le transport des pèlerins nigériens sur la Terre Sainte se poursuit. On dénombre 12 vols arrivés des compagnies aériennes chargées du transport, comme prévu par le calendrier du Haut Commissariat en charge du Hajj et de la Oumara. Le transport s'effectue sans problème majeur grâce à une parfaite organisation du COHO, commissariat en charge de l'organisation du Hajj et de la Oumara. Les membres de la commission s'activent jour et nuit sur les différents sites à l'aéroport de Médine, comme sur les lieux d'hébergement de nos pèlerins, afin de s'acquérir de leurs conditions de vie. Pour le moment, tout se déroule normalement. Cependant, les autorités saoudiennes en charge de la sécurité et du système douanier ont déploré certains comportements des pèlerins nigériens qui, malgré les campagnes de sensibilisation et de mise en garde à l'endroit des futurs pèlerins, menées par les agences de voyage et le comité du COHO chargé de ce volet, les pèlerins nigériens ont transporté des produits prohibés strictement interdits d'accès sur leur territoire. Les membres de la commission ont tenu une réunion pour fustiger ce genre de pratiques malveillantes qui ne feront que ternir l'image de marque du Niger. Ils ont décidé d'informer les responsables du COHO pour que des dispositions soient prises afin que les prochains vols arrivent sans ces produits. Communication à présent, le Conseil supérieur de la communication est en session ordinaire. Cette session, au titre du mois de septembre 2013, permettra d'examiner et d'adopter plusieurs textes. Gérard Abdelaziz. L'adoption du règlement intérieur du Conseil de presse va permettre à cet organe consultatif, mis en place le 4 septembre dernier, d'être pleinement opérationnel. Au vu donc de l'importance de ce texte, je vous demande de l'examiner avec lucidité afin de doter le Conseil de presse d'un règlement intérieur qui va faciliter son fonctionnement, mais également d'un règlement intérieur qui va lui permettre de délibérer dans la transparence et la diligence requises. Le Niger va accueillir du 10 au 13 décembre prochain la 7e conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique. À l'issue de cet événement, notre pays va assurer la présidence du réseau des instances africaines de régulation de la communication pour la période 2014-2015. Conformément à la convention fondatrice du RIAC, la présidence entrante soumet à l'adoption de la conférence des présidents un projet de plan d'action couvrant la durée de son mandat. Au cours de nos travaux, nous avons prévu d'entamer ou d'ouvrir des discussions sur l'accès aux médias publics et sur la couverture des événements sociopolitiques par les médias privés. Sur ce point, le bureau du Conseil supérieur de la communication a rendu public un communiqué de presse le 15 septembre passé, dans lequel il a fait des constats et il a attiré l'attention des responsables des médias publics et privés sur leur responsabilité de contribuer à préserver la paix et la quiétude sociale. Au-delà de cette mesure conservatoire, le bureau du CSC a estimé qu'il est de la responsabilité du Conseil, dans son ensemble, de mener des réflexions poussées afin de proposer des actions qui vont permettre à notre institution, d'une part, de garantir l'accès équitable des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux moyens d'information et de communication, et d'autre part, d'assurer une couverture professionnelle et responsable des événements sociopolitiques dans le respect de l'éthique et de la déontologie du journaliste.
En prélude à la 16e conférence sur le pétrole et les mines qui se tiendra en novembre prochain à Niamey, s'est tenue ce matin une rencontre entre les représentants des sociétés et industries extractives. Cette réunion préparatoire se déroule au ministère de l'Énergie et du Pétrole. Baroukouba Abari Ameti. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a choisi d'organiser cette rencontre au Niger pour différentes raisons. Pays enclavé qui fait face à des défis notamment sécuritaires mais aussi du développement avec à la clé d'énormes opportunités, notamment en ressources minières et pétrolifères. Nous sommes venus au Niger parce que nous pensons que le Niger doit être mis sur la carte mondiale de l'énergie et des mines. Vous êtes un grand pays producteur, notamment d'uranium, et puis aujourd'hui vous venez de rejoindre le club des pays pétroliers. Et vous êtes un pays qui présente beaucoup d'atouts, vous avez beaucoup de défis, mais vous présentez beaucoup d'atouts. Cette 16e Africa Oil Gas Mine Trade and Finance offre plusieurs atouts pour le Niger, pays en développement. Le Niger sera du 20 au 23 novembre 2013 le pôle d'intérêt des investisseurs publics et privés. Va permettre au Niger également de faire la promotion de ce potentiel-là pour attirer des investisseurs, pour attirer des grandes compagnies minières et pétrolières en vue de la mise en exploitation des différents gisements ou des différentes richesses minières et pétrolières dont regorge notre pays. Ça va être également l'occasion pour le Niger de tirer leçon des expériences des autres pays. Ça va être également une occasion de débattre sur la gouvernance en matière d'extraction et d'exploitation des richesses naturelles. Ça va être un point d'échange, un forum d'échange sur les différents codes miniers et les codes pétroliers. Pour la réussite de l'événement, il faudra non seulement l'appui de l'État, mais aussi celui des entreprises, sociétés et industries minières et pétrolières. Le budget de l'organisation étant chiffré à des millions de dollars. Notre budget provisoire est d'environ 4 millions de dollars. Dans d'autres pays, une seule société suffirait pour prendre cela en charge. Mais je sais qu'on peut compter sur votre générosité pour que cette conférence soit une réussite pour le Niger, mais aussi une réussite pour vous. Parce que les gens ne comprendraient pas qu'une conférence comme celle-là, organisée dans un grand pays minier, comme vient de dire Madame Sigam, pétrolier maintenant, ne puisse pas, en tout cas, réussir cette manifestation. La femme au cœur des industries extractives sera le principal terme à travers une session spéciale qui se tiendra en étroite collaboration avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et la Fondation Tatali Iyali. Cette 16e conférence sur les mines et le pétrole sera également placée sous le haut patronage du président de la République. La ministre déléguée au développement industriel, Mme Kafa Rekiet Christelle Jacou, a effectué ce matin une série de visites pour s'inquérir de l'état de fonctionnement des services relevant de son département ministériel. La synthèse avec Issouf Suleiman et Djouari Isiaka. La Direction générale de l'industrie et de la normalisation et celle de la promotion industrielle située dans les locaux du ministère de Mines et du Développement industriel à l'immeuble Onarem. Dans ces deux directions, les difficultés évoquées sont les problèmes de locaux, c'est-à-dire une insuffisance, le manque de matériel de bureau, un manque de personnel et une climatisation défaillante. Au bureau de restructuration et de mise à niveau de l'industrie qui a pour mission de promouvoir et mettre en œuvre au plan national les programmes de restructuration, de traiter les dossiers des entreprises éligibles au programme. Madame la ministre a été renseignée sur les objectifs et réalisations du BRMN qui ne dispose pas assez de moyens pour l'instant pour être présent et perceptible sur le terrain. À la direction de la normalisation et promotion de la qualité et de la météorologie, à l'immeuble ex-BDRN, ce département s'occupe des créations techniques et ornementales, des mesures industrielles et surtout la protection de la propriété intellectuelle dans le cadre des inventions ou créations. Cette direction ne dispose pas d'une connexion Internet, d'une logistique et le laboratoire de météorologie situé au sous-sol doit être localisé pour des raisons d'efficacité.
au niveau de l'Agence nationale de vérification de conformité aux normes, qui est chargée de la certification des produits importés et les produits élaborés au Niger avant leur mise sur le marché, de la surveillance de la qualité des marchés ruraux comme urbains. La ministre leur a réaffirmé combien leur tâche est délicate et que son ministère est disposé à les accompagner pour la protection des consommateurs nigériens. C'est sur cette bonne note que la ministre a mis fin à cette première étape de son calendrier de visite. Autre réunion, le palais des congrès de Niamey a servi de cadre ce matin aux travaux d'un séminaire de dialogue sur le document combiné de stratégie pays 2013-2017 et la revue du portefeuille de la Banque africaine de développement. C'est le ministre d'État, ministre du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire qui a présidé l'ouverture de cette rencontre. Mariam Dakou. Faire le point de l'état d'avancement des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement au Niger, analyser les conditions de leur mise en œuvre et les résultats des projets et programmes en cours d'exécution, ce sont là, entre autres exercices auxquels s'attellent les participants à ce séminaire. À travers une telle initiative, la Banque africaine de développement entend conforter sa position de banque du savoir. Le souhait du groupe de la banque en organisant avec le gouvernement ce séminaire est de partager avec vous ce projet de document combiné de stratégie 2013-2017 et de revue du portefeuille afin de recueillir vos contributions et vos critiques objectives sur les choix stratégiques proposés et aussi d'aider à formuler des solutions stratégiques sur certaines grandes questions subventionnées telles que l'emploi des jeunes, l'inclusion sociale, le changement climatique, la coordination des interventions avec les autres partenaires et la priorisation des interventions. La présente stratégie qui s'articule autour de deux piliers principaux visant le renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et le renforcement de la gouvernance, notamment celle des ressources naturelles, est d'une grande importance. En compte à la fois de l'avantage comparatif de la banque, du besoin de synergie et de complémentarité avec les autres partenaires techniques et financiers et des leçons tirées du portefeuille et de la mise en œuvre de la stratégie précédente de la banque sur la période précédente, ces deux piliers constituent également des priorités pour le gouvernement du Niger. Cependant, afin d'aider le Niger à renforcer les conditions d'une croissance soutenue et durable, le gouvernement souhaite que la banque s'investisse davantage et renforce ses interventions dans des domaines tels que les infrastructures routières et énergétiques en vue d'apporter le soutien et l'incitation nécessaires à notre économie à travers en particulier l'amélioration des conditions d'écoulement de nos produits agricoles et la réduction des coûts des facteurs pour notre production industrielle et de soutenir toutes les formes d'éducation dont nous avons le plus besoin et en particulier l'éducation pour la formation technique. Les résultats auxquels parviendront les participants à ce séminaire de dialogue sur le document combiné de stratégie pays 2013-2017 et la revue du portefeuille de la BAD permettront sans aucun doute de renforcer la coopération entre cette structure et l'État du Niger et d'améliorer la performance du portefeuille de la banque dans notre pays. Les chauffeurs de l'administration publique, depuis ce matin à l'école de la sécurité routière et du sécurisme, organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, ce séminaire vise un renforcement de capacité pour mieux répondre aux besoins des usagers. Sani Issouf, Sekinot Abdou. Ce séminaire de formation sur la sécurité routière et le secourisme est organisé à l'intention des conducteurs des véhicules administratifs issus des différents ministères et de certaines institutions de l'État. Il est initié par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État en collaboration avec l'École nationale d'administration et de la magistrature sous financement de la coopération française. Cette rencontre permettra aux participants de mesurer le degré de leur responsabilité afin de tirer le meilleur profit de cette formation. C'est la première fois que nous avons songé dans le cadre du renforcement des capacités du personnel de l'État
à former les chauffeurs de l'administration publique. Vous savez qu'ils jouent un rôle important dans le déplacement, s'il s'agit des missions à l'intérieur du pays, s'il s'agit du transport des délégations étrangères qui sont dans notre pays, et s'il s'agit aussi des déplacements à l'intérieur des villes, c'est toujours eux qui sont sollicités. Nous avions pensé qu'il serait assez important de les former dans les domaines de la sécurité routière et du secourisme. La sécurité routière, en fait, il s'agit d'approfondir leurs connaissances, non seulement du véhicule et des comportements à adopter par rapport à l'utilisation de ces véhicules. Et le secourisme, on ne le souhaite pas en cas d'accident de circulation. Les premiers gestes qui sauvent, ils seront formés sur ça. Et comment s'occuper des blessés en attendant qu'ils soient acheminés dans les hôpitaux et les services de santé. À la fin de la formation, les résultats attendus sont que ces chauffeurs aient leur capacité renforcée, qu'ils adoptent des nouveaux comportements vis-à-vis de la circulation automobile et qu'ils soient munis de capacité à pouvoir bien réagir en cas d'accident de circulation. Les participants à ce séminaire durant ces 3 jours seront mieux outillés sur la sécurité routière et le secourisme afin de doter nos administrations publiques et les institutions de l'État des conducteurs de véhicules plus compétents. Actualité de nos régions, fin hier à Kano de la visite du président du conseil régional de Zinder, Moutari Ousmane. Il était à la tête d'une importante délégation composée notamment des conseillers régionaux. Le compte-rendu de Moustapha Bouchi, Laoli Babali. Il convient de rappeler que c'est sur invitation du président du Parlement de l'État fédéré de Kano, Gambo Salou, que le président du conseil régional de Zinder, Moutari Ousmane, à la tête d'une importante délégation des conseillers, a effectué ce déplacement, placé sous les signes de renforcement et de redynamisation de nos relations de bon voisinage tissées et entretenues depuis des temps immémoriaux, mais aussi exprimé aux autorités élues de l'État fédéré de Kano, en particulier au gouverneur Rabiou Moussa Konkasso, toute la reconnaissance et la gratitude des plus hautes autorités du Niger, au premier rang, son Excellence Elhaji Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, pour l'intérêt qu'il porte au Niger à travers ses déplacements, ses assistances et ses réalisations. Après donc les traditionnels accueils et présentations des membres des délégations au cours d'une première rencontre dans la salle de conférence du Parlement, la délégation a entamé son programme, consacré essentiellement aux visites de terrain et de courtoisie. C'est ainsi qu'elle s'est rendue en compagnie du président du Parlement, Gambo Salou, au musée national vieux de 600 ans, en pleine rénovation, où est jalousement conservé le patrimoine culturel que la délégation nigérienne a pu apprécier à sa juste valeur, dans une visite guidée, tout comme au niveau du musée régional, deuxième étape avant de se transporter au bâtiment provisoire de l'Université du Nord-Ouest, qui a ouvert ses portes en 2012 avec un effectif actuel de 101 étudiants. Cette université qui accueillera les étudiants de 6 États du nord du Nigeria et des pays voisins comme le Niger, promesse en a été faite, avec la finition de ses propres locaux qui sont en plein chantier, visités également par les conseillers régionaux des Zinder, fera sans nul doute la fierté de l'État de Kano. Le musée animal qui dispose de 103 espèces, deuxième après celui de la Côte d'Ivoire selon son conservateur, avec lequel le Niger a eu à échanger des animaux, a été également visité. Les cités Kwankwasia et Amana totalisant 2200 logements sociaux, ainsi que l'Académie des sports, tous en chantier, l'école d'élevage, le centre de pisciculture et celui de cinématographie ont tous été visités par la délégation nigérienne qui a auparavant rendu des visites de courtoisie, d'abord aux représentants de l'émir de Kano et au gouverneur Rabiou Moussa Konkasso, avec lesquels ils ont échangé sur tous les sujets d'intérêt commun. A noter également que les conseillers régionaux ont rencontré en marge de la soirée culturelle organisée à leur honneur les ressortissants de la région des Zinder résidant à Kano, à qui ils auront administré des sages conseils pour mener à bien leur vie dans le pays d'accueil. A noter que la fin de cette visite a été sanctionnée par un communiqué final. Nous retrouvons Moustapha Bouchi et Lawal Babali. Les deux régions ont convenu d'orienter leur peuple afin de maintenir une dynamique dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le flux migratoire des talibés qui, ces dernières années, ces dernières décennies, ont posé des problèmes d'insécurité et de développement dans la sous-région. Ainsi, sur la base de leurs relations fraternelles, l'État de Kano
a pris l'engagement de construire une école trilingue, anglais, français, hausa et arabe, au Niger, dans la région de Zander, afin de promouvoir le niveau de l'éducation des jeunes des deux régions. Une autre série d'engagements a marqué cette visite, notamment à l'université nord-ouest de Kano, qui a pris l'engagement d'ouvrir ses portes à partir de l'année académique 2015 aux élèves provenant de la région de Zander et du Niger. Dans le même cadre, des engagements ont été pris afin d'accueillir des étudiants nigériens pour tirer profit de l'avantage comparatif de la région de Zander dans le domaine du théâtre. Au cours de cette même visite, au musée de Kano et d'autres instituts, les deux régions se sont engagées à poursuivre dans le domaine de la recherche agronomique, zoologique et piscicole des relations de coopération fraternelle. Elles ont par la suite reconnu que l'Institut agricole de l'État de Kano représente des atouts incomparables en matière de sécurité alimentaire et dans le domaine de la lutte contre le chômage grâce aux pratiques acquises qui ne demandent qu'un simple réajustement de soi afin de promouvoir la création d'emplois. Les deux assemblées s'engagent à partager leur expérience dans les domaines du sport, d'aspects social et économique tels que la foire, le festival avec l'idée soutenue d'implantation d'une maison d'édition avec imprimerie et librairie à Zender. Atelier de formation et de sensibilisation des oulémas, imams et chefs religieux de la région de Niamey. C'est le Conseil islamique du Niger qui a organisé cet atelier avec le soutien de toutes les associations islamiques du pays. Mahmoud Idrissa, Abdoulaye Hamidou. Cet atelier de formation et de sensibilisation a regroupé plusieurs oulémas, imams et chefs religieux de la région de Niamey. Une initiative du Conseil islamique du Niger qui vise à créer la cohésion sociale, à renforcer la paix et à cultiver la tolérance entre les couches sociales du pays. Le Conseil islamique du Niger a l'honneur d'appeler tous les Nigériens à respecter les enseignements de l'islam authentique qui ordonnent aux musulmans de préserver leur unité et leur concorde. Et en particulier, le Conseil islamique du Niger préconise aux forces politiques nigériennes d'éviter les divisions politiques dangereuses pour l'avenir de notre cher pays, le Niger, car cela est contre les principes essentiels de l'islam, qui affirment que l'unité d'une communauté lui donne la force et la réussite, et que la division lui cause la faiblesse et l'échec. Plusieurs thèmes seront développés à cet effet, notamment sur l'islam et l'unité nationale, les droits de la femme, bref, l'islam et les défis du monde contemporain. Un thème d'actualité que le gouverneur de la région de Niamey a hautement salué. Il y a des moments de difficulté, comme ce que vient de rappeler le vice-président du Conseil. Et j'apprécie à sa juste valeur l'appel qu'il a lancé à nous autres politiciens de comprendre que la société nigérienne n'est pas constituée que de la politique. Il y a encore d'autres difficultés, il y a d'autres problèmes pour lesquels nous devons nous mobiliser et les attaquer de front pour que le bien-être prôné par les autorités de la 7e République, par le chef de l'État lui-même, pour que le cadre de vie du Nigérien soit le meilleur. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Continuez à prier pour ce pays qui nous est cher. Notez que ces assises se sont tenues dans toutes les régions du pays. Le gouverneur a exhorté les oulémas à beaucoup prier pour la paix, la prospérité et l'unité nationale.
Le nouveau gouverneur de la région de Maradi est arrivé hier après-midi dans le chef-lieu de la région où un accueil chaleureux lui a été réservé par les populations de Maradi et villages environnants. Ibrahim Hassimiso Hassan Abdou. Ainsi, il a été accueilli à Kadata et salué par le gouverneur sortant, ses proches collaborateurs. C'est ainsi qu'au nom des populations et des maire des arrondissements de la ville de Maradi, le premier vice-président du conseil Boukari Dako a souhaité au gouverneur entrant un agréable séjour et plein succès dans sa mission de construction et de développement. Au gouverneur sortant, il a témoigné toute la satisfaction de la ville et ses démembrements ainsi que la parfaite reconnaissance des populations pour sa disponibilité, la franche collaboration et le sens de responsabilité dont il a fait montre durant son séjour. Prenant la parole à son tour, Ahmed Babel a remercié et demandé le soutien de tout le monde pour le bonheur de la région. Il a donné l'assurance de poursuivre les chantiers en cours et démarrer ceux programmés avant d'aborder la feuille de route à lui confiée par le président de la République au moment du renouvellement de la confiance. En résumé, l'on peut retenir 4 points. La bonne collaboration dans une bonne gouvernance, le travail bien fait, la transparence et la visibilité des actions. Ce lundi matin, les deux gouverneurs qui accompagnent les forces de défense et de sécurité ont rendu des visites de courtoisie aux deux sultans, celui du Kassina, Marimawa Alizaki, et celui du Gobir, El Hajj Abdou Bala Marafa. Une action qui démontre toute l'importance que les autorités de la 7e République accordent à la chefferie traditionnelle du Niger. Restons à Maradi avec la réunion des femmes leaders du département de Guidarumji. Il s'est agi pour ces femmes de faire un plaidoyer en faveur d'une mobilisation pour un changement de comportement. Sanoussi Garba, Adine Aglas. La réunion du noyau des femmes leaders du département de Guidarumji a été suscitée par un constat qui fait ressortir que malgré la promulgation des textes régissant des activités rurales, la mise en œuvre du code rural, l'installation de ces structures de prévention des conflits ainsi que l'adoption de la loi pastorale, il existe encore des conflits entre agriculteurs d'une part et d'autre part entre agriculteurs et éleveurs. Ces conflits restent liés à l'exploitation des ressources naturelles. Pour le noyau des femmes du département de Guidarumji, cet état de fait s'explique par la non-application des textes. C'est pourquoi elles lancent un appel et font un plaidoyer en faveur des préfets, maires et chefs coutumiers en vue de les appuyer, elles, ces femmes, afin de rendre effective l'application des textes sur la gestion du monde rural, parce qu'elles sont résolument engagées à faire de la paix et le respect des droits une démarche pour le développement. Fort de cet engagement, le noyau des femmes leaders du département de Guidarumji a voulu pour la présente rencontre apporter sa contribution en organisant cette rencontre de plaidoyer afin de soutenir les actions de sensibilisation que mènent les structures du code rural, notamment les COFOCOM et les COFO. La présente rencontre a pour objectif de mener un plaidoyer pour un changement de comportement favorable à l'application du code pastoral dans notre département. Au-delà, ces braves femmes du département de Guidarumji sollicitent l'implication de tous afin que l'application des textes régissant le code pastoral soit une réalité. De la région de Maradi, toujours avec cette cérémonie de remise de dons de 27 motos offertes par le projet PASADEM au groupement paysans et services techniques de la région. Compte rendu Hassan Abdou Kassoumutari. Les groupements des paysans producteurs agricoles et éleveurs, les services techniques de l'agriculture et de l'élevage sont de toute évidence les partenaires du projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Pasadem. Les objectifs poursuivis sont entre autres l'amélioration du niveau de production agricole par le choix de variétés, l'application des technologies performantes et adaptées au contexte de nos paysans, l'intensification de l'élevage et la reconstitution du cheptel. Ainsi, pour s'inscrire dans cette logique, le PASADEM vient de doter ses acteurs du matériel roulant. Il s'agit de 27 motos KSI 125 qui vont sans nul doute leur faciliter le déplacement sur le terrain. Le PASADEM, dans sa stratégie d'intervention, prône le faire-faire.
mis à contribution des services techniques, les groupements paysans de services et d'autres opérateurs pour nous appuyer dans la mise en œuvre de nos activités. C'est pourquoi le projet a bien voulu renforcer les capacités opérationnelles, en particulier des groupements paysans de services, qui vont nous accompagner dans la diffusion des bonnes pratiques sur le terrain. Pour le secrétaire général adjoint de la région, Maradi n'est pas exempt, comme l'ensemble du pays, des problèmes liés à l'insécurité alimentaire, le choc climatique auquel s'ajoute un taux de croissance démographique élevé 3,11%. Cela a engendré une pression sur les ressources naturelles disponibles. Fort heureusement, devait préciser le secrétaire général adjoint de la région, l'État, avec l'appui de ses partenaires au développement, déploie d'importants efforts pour inverser la tendance et créer les conditions d'un développement socio-économique durable. Auparavant, le premier vice-président du conseil régional de Maradi, Mohamed Seraj Moussa, est intervenu pour remercier le PASADEM au nom de l'ensemble de la population de Maradi pour les efforts qu'il ne cesse de déployer dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations. Quant aux représentants des bénéficiaires, il a indiqué que le projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Pazaden est un exemple concret de la matérialisation de cette volonté de l'État et de ses partenaires de créer les conditions optimales pour un développement harmonieux de notre pays. Rappelons que le PASADEM est financé par le Fonds international du développement agricole FIDA et l'État nigérien.